Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que la Chine occupait 90% des sujets, je dirais, d'influence, d'interférence ou d'ingérence dans le monde universitaire. Le virus du Parti communiste chinois a muté. Et il est plus seulement dangereux pour la population chinoise, il est dangereux pour l'ensemble de la planète. Et là, on est dans le oser le dire avec ce rapport et dans le rapport de l'IRSEM, qui est colossal. Symboliquement, c'est la première fois que je vois un rapport rendu public qui parle de ces questions et qui ose nommément citer la Chine. Bonjour André Gadolin. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis André Gadolin, je suis sénateur de la République française depuis 2011, donc ça fait 10 ans que je suis sénateur. Je suis élu de l'Ouest parisien, le quartier d'affaires La Défense, et je suis membre du groupe au Sénat le Rassemblement des démocrates progressiste et indépendant qui appartient à la majorité présidentielle, c'est-à-dire la majorité du président Emmanuel Macron. D'accord. Et j'ai vu que vous êtes aussi vice-président de la Commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées. Absolument. Et également vice-président de la Commission des affaires européennes. Ok. Et vous venez de sortir un rapport de 240 pages sur les influences étrangères à l'université française, mais surtout sur les influences chinoises. Absolument. Alors, ce rapport appartient au rapport qu'on produit dans le cadre du droit de tirage des groupes politiques. Chaque groupe, chaque année, peut demander une mission d'information ou une commission d'enquête. J'ai demandé à mon groupe et en mon nom de faire ce rapport, ce qui a été validé par le bureau du Sénat. Et donc nous avons pu commencer nos travaux le 6 juillet dernier pour remise des résultats avant le 30 septembre. C'était un délai extrêmement court, puisqu'en plus il y a les vacances parlementaires et les vacances universitaires. Néanmoins, j'ai été assisté par une équipe, mon équipe et aussi l'équipe d'administrateurs du Sénat, très dévouée, très volontaire. Bien sûr, nous n'avons pas pu faire toutes les auditions que nous voulions, mais nous avons auditionné plus de 50 personnes, plus de 34 réunions. Et donc, nous nous sommes intéressés aux influences étatiques extra-européennes. Bien évidemment, ça concernait l'ensemble des pays non européens, mais très vite, nous nous sommes rendus compte que la Chine occupait 90% des sujets, je dirais, d'influence, d'interférence ou d'ingérence dans le monde universitaire. Et alors, pourquoi vous avez intéressé ce sujet? D'abord parce que, vous l'avez dit, je suis vice-président de la Commission des affaires étrangères et de la défense, que je m'intéresse effectivement à l'Asie depuis longtemps et que je tire le signal d'alarme sur les dérapages qui se produisent, bien en amont de la normalisation de Hong Kong, des pressions qui sont exercées sur Taïwan, sur les populations ouïghours, les populations mongoles en Chine. Et disons que je suis un peu connu pour être très présent dans ces questions-là, qui du point de vue des autorités françaises, quel que soit le gouvernement, étaient passés sous silence. Les liens de certains premiers ministres, comme M. Jean-Pierre Raffarin ou M. Dominique Villepin, avec la Chine, nous nous présentions comme les meilleurs amis de la Chine communiste en Europe. Quelle que soit d'ailleurs l'appartenance politique, que les gens soient de droite, tradition gaulliste, de liens, mais aussi d'une partie importante de la gauche française qui voyait dans le maoïsme quelque chose de plus respectable que le stalinisme et les goulags russes. Du coup, après avoir lu votre rapport sur justement 90% de l'ingérence qui vient de la Chine, quelles sont leurs réactions? Ce qui est intéressant, on note une prise de conscience en France en plusieurs étapes. D'abord, l'opinion publique française
dans toutes les enquêtes qui ont été réalisées, et j'en ai conduit de nombreuses en tant que parlementaire, des sondages d'opinion sur l'image de la Chine depuis 10 ans, à une image très négative du pouvoir chinois. Ce n'est pas des Chinois, mais vraiment du régime chinois. Cette image négative s'est encore accrue ces 2 dernières années par rapport aux attitudes concernant la crise du Covid-19, par rapport aux pressions, voire la politique agressive qui est menée à l'égard de Hong Kong, à l'égard des Ouïghours, à l'égard aujourd'hui de Taïwan. Donc on a toujours eu une opinion qui cultivait, par exemple, une très grande sympathie pour les Tibétains, le Dalai Lama, mais extrêmement critique sur le pouvoir du Parti communiste chinois. L'investissement n'est pas à la hauteur des promesses, donc les élus, progressivement, ont commencé à se méfier et à voir la face obscure du régime, l'autoritarisme, la dictature, les violences faites aux personnes et aux groupes sociaux en Chine. Les gens ont pris conscience à travers les études de ce qui se passait au Xinjiang, ce qui se passait contre les Falun Gong, contre les Tibétains, y compris les démocrates chinois qui, au moment de la place Tiananmen en 89, s'étaient révoltés. Et pendant longtemps, les Français pensaient que, malgré tout, il y avait une ouverture, une libéralisation progressive du pays. Et beaucoup ont cru que le développement de l'économie capitaliste d'État, l'ouverture au marché, l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce de la Chine à la fin des années 90, au début des années 2000, allait transformer progressivement, libéraliser le pays. Et nous avons aujourd'hui la même déception que celle qui a été enregistrée par la classe politique américaine. Certains qui ont une longue carrière derrière eux disent la plus grosse erreur que nous avons faite, c'est lorsqu'en 99, au Sénat, nous avons voté avec 82 voix sur 100 l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et nous étions persuadés que nous faciliterions le système. Et m'a expliqué ce sénateur ami, il me dit c'est le contraire qui s'est passé. La Chine est entrée dans cette instance, comme dans toutes les grandes instances internationales, pour en comprendre les mécanismes, en percevoir les faiblesses et essayer de remodeler l'organisation, y prendre un pouvoir. C'est également ce qui s'est passé au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Finalement, par jeu d'alliance, la Chine, qui n'est pas le principal, qui n'est qu'un des contributeurs financiers à l'Organisation mondiale de la santé, a, par jeu d'alliance avec des pays en développement, des petits États, des pressions exercées sur ces États. Certains reconnaissaient, par exemple, la République démocratique de Taïwan. Ils leur ont fait pression pour qu'ils retirent. Ils ont obtenu une majorité et imposé au secrétariat général de l'OMS, l'actuel secrétaire général, qui est très dépendant des autorités chinoises. Ce qui a provoqué d'ailleurs la rupture à l'époque de Donald Trump et la décision des États-Unis de se retirer. Partout où la Chine est entrée dans les institutions, les hommes politiques, d'abord américains et ensuite européens, se sont dit « mais la Chine accepte le principe du multilatéralisme » puisqu'ils entrent dans les grandes instances internationales et multilatérales, en pensant qu'ils faisaient œuvre de multilatéralisme et donc qu'ils acceptaient les règles de droit international qui avaient été posées. En réalité, comme d'autres travaux réalisés par mes collègues ici au Sénat, parce qu'avant la sortie de mon rapport, il y a eu le rapport de la Commission des affaires étrangères auquel j'appartiens sur la puissance chinoise en Europe, nous disons ce n'est pas du multilatéralisme où tous autour de la table, selon des règles de droit, nous fonctionnons. La Chine fait du multibilatéralisme. En fait,
elle a toujours une discussion et un accord avec un État pour essayer de l'influencer, de le contraindre, et c'est la somme de ces pressions qui lui donne une dimension multilatérale. Mais ce n'est pas l'acceptation des règles communes. On l'a vu notamment les pressions exercées sur le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, où régulièrement le Parti communiste chinois s'oppose à la revue des droits de l'homme qui est effectuée en Chine et les critiques qui sont formulées, ou sur des pays amis ou alliés. C'est une vraie difficulté que nous avons. Et je dirais, finalement, plus la Chine cherche à être influente, plus elle passe, et ça a été très bien exprimé dans le rapport de l'IRSEM, ce think tank lié au ministère des Armées qui s'appelle l'influence chinoise en France, un moment machiavélien. C'est Machiavel disait, il vaut mieux, il est plus efficace d'être craint que d'être aimé. Et pendant longtemps, le pouvoir central chinois était dans une logique de séduction. Nous allons vous apporter du développement, nous allons coopérer. Et passer dans une logique beaucoup plus agressive et menaçante, on le voit notamment après, à travers l'expression d'une partie de la diplomatie, et la fameuse diplomatie des loups guerriers. Moi-même, avec mes collègues, quand nous avons initié l'an passé une pétition internationale demandant non pas l'entrée de Taïwan dans l'Organisation mondiale de la santé, mais un statut d'observateur, ce que Taïwan a eu avant 2016. Nous avons eu un message comme quoi nous étions des parlementaires racistes et que nous avions traité le secrétaire général de nègre. Nous n'avons jamais écrit une chose pareille. Et selon votre rapport, vous avez dit l'influence chinoise dans le monde académique français est globale et systémique. Et aucun ne peut se targuer des moyens et de l'ampleur de la stratégie chinoise. Absolument. Alors, ce que nous avons essayé de faire, en travaillant au regard de l'expérience, parce que mes collègues parlementaires australiens ont fait plusieurs rapports sur ces questions d'influence dans le monde universitaire, académique et aussi le monde de la recherche. Il y a eu les rapports britanniques, les rapports américains, des rapports faits également en République tchèque. On a essayé de définir les influences et leurs variétés. Souvent, les partenaires chinois des universités françaises font pression, arc du fait qu'il y a des échanges économiques, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent étudier chez nous, qu'on ne parle pas, qu'on ne fasse pas de conférences sur la situation des Ouïghours, qu'on ne parle pas de Taïwan, qu'on ne parle pas de Hong Kong, qu'on ne parle pas du Tibet. Ça, c'est de l'influence pour essayer de maîtriser le discours fait en France sur la République populaire de Chine, naturellement, quand c'est porté par des universitaires, soit qui ne disent rien, soit que parfois, au contraire, ils vont, comme certains, dire « la Chine est un pays qui a beaucoup progressé sur les droits humains, parce que les droits sociaux, la population s'est enrichie et meilleure », c'est quelque chose qui vise à influencer à travers ces leaders d'opinion intellectuelle que sont nos chercheurs, nos universitaires, nos enseignants, l'image que l'opinion publique va avoir de la Chine et modifier, améliorer cette image. Donc ça, c'est gênant sur le fond, et surtout, ça va, là encore, à l'encontre des libertés économiques, académiques, le droit de s'exprimer, le droit de critiquer, qui est une des bases de l'université occidentale. La deuxième forme d'influence est bien différente, mais souvent elles sont liées, c'est l'influence qui vise à s'approprier des données scientifiques protégées par des voies soit de concussion, on ne peut pas dire que c'est tout à fait, je dirais, de l'achat de données, mais
Tout d'un coup, on va dire, vous faites des travaux très intéressants, monsieur le professeur. On se propose de vous inviter 1 an dans une université chinoise très renommée. Vous aurez un grand laboratoire. On mettra même votre nom sur le laboratoire. Et venez enseigner et en même temps amener vos données. Il y a eu le cas, c'est les programmes 1000 talents ou tous les types de programmes qui ont été développés. Aujourd'hui, nous disposons de très peu de données officielles, mais selon des sources confidentielles, il y aurait au moins 20 enseignants, chercheurs, professeurs français qui auraient été captés par les programmes 1000 talents ces dernières années. J'ai une personne chinoise, dissidente, qui me disait c'est très intéressant de voir que partout, par exemple, il y a un institut Confucius, il n'y a pas que cela. Il y a des liens avec des hommes politiques locaux à qui on a fait miroiter un développement économique, qu'on a invité en voyage en Chine avec des délégations, à qui on fait parfois certains cadeaux, des œuvres d'art anciennes. Et puis, des milieux économiques, de chefs d'entreprise. Et c'est ce que j'appelle la création d'un écosystème d'influence chinoise. L'université, la présence d'un institut Confucius ou le développement de partenariats avec des universités chinoises qui parfois d'ailleurs sont liées à l'armée de libération populaire de la Chine, c'est souvent ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. C'est le petit plus. Moi, j'ai plusieurs universitaires, patrons d'universités françaises. Quand je les interroge sur la présence d'un institut Confucius dans leur établissement, ils me disent, moi, je suis arrivé, il était là, ça avait été signé avant. Mais souvent, certains me disent, j'ai découvert dans le cadre d'un accord local, régional, fait par les pouvoirs publics et économiques, les chambres de commerce, qu'il était question d'un accord et d'un partenariat de l'université. On ne nous a pas consultés. C'est un autre problème. Aujourd'hui, le monde universitaire dit nous ne voulons pas de l'influence de l'État et du gouvernement. Le gouvernement n'a pas à nous dire ce que nous devons faire. Quand la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a dit attention, il y a un islamo-gauchisme dans l'université, c'est très dangereux, on a dit mais la ministre n'a pas à se mêler de ça. Et les universités françaises, elles sont largement financées par les moyens d'État puisqu'elles sont publiques, mais ceux qui le gèrent politiquement sur les infrastructures, les établissements, ce sont les régions. Dans chaque université publique, il y a 2 représentants élus de la région au conseil d'administration. Et là, les régions profitent de cette influence pour dire « Ah, mais il faudrait faire un accord avec l'Institut de technologie de chez nous, avec un institut de telle autre université. » Ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je l'ai dit dans ce rapport, imaginez le Sénat qui s'occupe des territoires, ce n'est pas une position facile à tenir, mais je dis, j'ai des collègues élus qui ont un peu vendu l'indépendance de l'université. Et ça m'a été répété plusieurs fois que s'il y avait eu un institut Confucius ou un partenariat, c'était le maire de la grande ville ou le président de région qui avait beaucoup insisté dans un paquet beaucoup plus global de coopération de faire cela. Donc, influence sur le discours porté sur la Chine, influence, effectivement, on peut dire même ingérence, voire captation de données. Et quand je parle d'influence systémique, c'est cet ensemble-là, ce maillage très étroit. Aujourd'hui, on a du mal à dénombrer en France le nombre d'associations chinoises ou franco-chinoises. C'est très intéressant quand vous allez dans une ville française comme Paris. Un des éléments du maillage, c'est le bar tabac représentant de la Française des Jeux. Aujourd'hui,
c'est beaucoup la diaspora chinoise qui tiennent ces éléments-là. Très souvent, ils sont forcés tous les ans, les gérants, de retourner en Chine. Ils font l'objet d'un questionnement pendant 1 ou 2 semaines sur tout ce qu'ils ont noté, y compris les opportunités d'achat de terrains, d'immeubles, les gens, qu'est-ce que les gens disent, etc. Et tout ça devient, c'est plus un maillage, c'est un tissage qui a été établi dans la société française. Et c'est ça qu'il faut... Moi, je me suis intéressé là, dans ce rapport, proprement à la question de l'université, de la recherche, mais tous ces maillages se superposent. Et quand je parle d'influence systémique, c'est-à-dire, c'est au-delà de ces influences directes, concrètes, sur la manière de parler de la Chine, sur la manière d'obtenir des données, parce que ce centre de recherche est pertinent, c'est une instauration de règles qui transforment la lecture des choses. L'exemple le plus important pour moi, dans l'université, c'est le classement de Shanghai. Le classement des universités de Shanghai, initialement, a été créé par la Chine pour définir à leur sens, les meilleures universités, c'est-à-dire les plus influentes, pouvoir comparer, voir ses faiblesses et copier le modèle de ces universités et utiliser ces critères pour, dans un deuxième temps, faire monter dans ces classements la Chine. Les critères de classement de Shanghai, aujourd'hui, quand je discute avec des universitaires, ils me disent ça donne des rangs, ça ne donne pas les meilleures universités. Ça nous dit les universités qui publient le plus d'articles scientifiques, celles qui ont le plus de prix Nobel, de médailles Fields, de distinctions honorifiques, celles qui ont le plus d'étudiants en volume, celles qui ont le plus de coopération internationale. Donc cet élément-là a poussé, avec l'internationalisation de la recherche et du marché des étudiants, ont poussé les universités, les grandes universités anglo-saxonnes, notamment, à développer des coopérations avec la République populaire de Chine, parce que c'est très difficile de dire « je suis une université puissante, très importante, j'ai des accords avec les pays européens, l'Afrique du Sud, le Japon, et je n'ai pas la Chine ». Donc c'était un incitatif aussi à faire venir, à passer des accords avec la Chine. Et par ailleurs, ce qu'on note depuis, c'est une accélération constante depuis 10 ans, c'est le nombre de publications scientifiques de la Chine. La Chine a fait énormément de progrès en matière de recherche, mais elle a aussi encore énormément de faiblesses. En 2015, le Parti communiste chinois a fait faire un état des lieux de la recherche et ça a donné un rapport objectif Chine 2025, où il est dit clairement, nous allons identifier les domaines scientifiques et de la recherche où nous sommes faibles, et par tous les moyens, nous allons rattraper et dépasser. Et parmi ces moyens, il y a la captation de savoir dans les autres universités, des autres pays, par toutes les formes que cela puisse être. Il y a sans doute, bien sûr, de l'espionnage, mais souvent, il y a l'établissement de relations. Les étudiants qui, aujourd'hui, viennent de Chine en France, dans les années 90, si une bourgeoisie intermédiaire s'était créée, les riches, nouveaux riches chinois envoyaient leurs enfants faire des études dans les grandes universités à l'étranger. Aujourd'hui, tout est contrôlé. C'est plus simplement cette néo-bourgeoisie, c'est surtout les cadres du Parti communiste qui déterminent qui part à l'étranger, où, pour aller chercher quoi et ramener quoi. Et c'est là où je dis qu'il y a une très grande naïveté en France à ce sujet. Et pour revenir sur la question du classement de Shanghai qui met beaucoup de poids dans ce classement sur le nombre de publications, la Chine a démultiplié les publications avec des revues scientifiques qui sont très peu établies et parfois des publications qui sont de très piètre niveau. Mais ça fait monter
Autre moyen aussi à travers les publications, c'est de dire à un chercheur français dans un secteur, ce que vous faites est vraiment très très bien. Malheureusement, vous n'êtes pas assez connu. Nous sommes en train de préparer un article sur ce sujet. Acceptez de le co-signer. Le chercheur dit, bah oui, je travaille sur la même chose, mais c'est pas grave, co-signez-le. Et tout d'un coup, le chercheur, plus il a des publications internationales, plus il est renommé, plus il va être demandé par une grande université américaine ou internationale. Et quelque part, à travers ce statut de reconnaissance, l'incite à coopérer et à travailler avec la Chine de manière plus approfondie. Il y a toute une stratégie très peu étudiée qui est celle des publications. La France avait un grand éditeur de publications scientifiques. En 2019, il a été racheté par l'Académie des sciences de Pékin. Le gouvernement a laissé vendre le principal éditeur scientifique. Ce sont surtout des sociétés d'édition anglo-saxonnes, américaines, britanniques qui dominent le marché. Nous avions un très bon éditeur. Il est passé tout d'un coup sous la main de l'université chinoise. Ce qui veut dire que ça va être un relais incroyable, là aussi, parce que, après avoir posé les critères, ces critères d'évaluation du monde universitaire, le pouvoir central chinois, aujourd'hui, est en train de se donner les éléments pour arriver et monter dans les classements. Pour moi, ça, c'est de l'influence systémique du même ordre que quand la République populaire de Chine va dans toutes les grandes instances internationales et essaye de faire modifier les règlements, l'interprétation de ce qui est dit. Ça, ce n'est pas une action directe, mais ça influe totalement sur le mode de pensée et l'organisation, et ça remet souvent en cause des règles traditionnelles acquises du monde universitaire, du monde économique, du monde politique. Et vous avez fait justement 30 auditions et interrogé plus de 50 personnes. Et parmi ces enquêtes pendant 2 mois, oui. 2 mois et demi, et qu'est-ce qui vous a choqué de plus sur l'ingérence chinoise? Non, la première chose qui m'a choqué le plus, c'est que quand je faisais une audition qui était publique, filmée et diffusée, j'avais très peu d'informations. Quand je faisais une audition de rapporteur qui était avec les responsables de l'administration, mais qui n'étaient pas projetés, les gens parlaient beaucoup plus. Et ce qui m'étonnait, c'était de voir des gens qui m'appelaient en parallèle, qui ne voulaient pas être officiellement auditionnés, ou les mêmes personnes qui me rappelaient pour me dire des choses. Ce qui me gêne, c'est cette peur, c'est cette autocensure, cette loi du silence. Et j'ai une grande universitaire française qui l'a dit dans la conférence qui était pas ouverte, mais où il y avait tous mes collègues. Elle a dit, moi j'étais sinologue, j'ai travaillé en Chine. Nous parlions avec nos collègues chercheurs chinois. Tous n'étaient pas à 100% amis du Parti communiste chinois. Donc nous parlions sur certains sujets de manière très codée, allusive, pour qu'eux ne soient pas mis en danger et que nous, en tant que chercheurs, nous n'ayons pas de problème. Elle dit, il est en train de se passer la même chose en France. Ce système-là s'impose. Une des personnes que j'ai auditionnées, qui s'est exprimée universitaire, après son interview a été publique, elle est sur le site du Sénat, elle a eu des remontrances de la part de ses collègues en lui disant « c'est pas bien ce que tu as fait, pourquoi tu t'es exprimé devant la commission, nous allons avoir des problèmes pour obtenir des visas ou des bourses, etc. » Et ça je vais vous dire, au-delà de l'action, parfois de pression très très forte exercée par la Chine sur des chercheurs, notamment sur le chercheur Antoine Bondaz, où il était traité de hyène folle, injurié par l'ambassadeur de Chine à Paris. Au-delà du fait qu'on pense qu'il y a eu
Mais là, les services de renseignement, évidemment, ne vont pas nous rendre public, mais qu'il y a eu des cas quand même de détournement, de vol d'informations tactiques ou des tentatives, en tous les cas. Ce qui me fait le plus peur, c'est quand un monde qui est protégé par le statut de l'université, protégé par l'autonomie des universités, se dit « Ouh là là, attention, je ne dis plus rien, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. » Cette peur est transmise en France, parce qu'en Chine, c'est le cas. Mais... Oui, mais c'est ce que disait cette universitaire. Elle dit « Nous commençons » et elle dit « Nous avons un problème qui s'est accru pendant la pandémie et le confinement. Nous avons fait des cours en ligne. » Elle dit « Nous-mêmes, quand on fait des cours sur la République populaire de Chine, on est obligé de présenter un programme pour qu'il soit, vous savez, validé dans le cadre universitaire. Donc, géostratégie de la Chine, on va mettre démographie, importance démographique. Elle dit on est obligé de cacher, par exemple, le fait publiquement de dire on va s'intéresser aux minorités ethniques et on va parler aussi de la situation au Xinjiang, au Tibet ou en Mongolie, etc. Il dit nous-mêmes, pour ne pas avoir des pressions pour, quand je vais demander à aller faire un voyage d'études de terrain en Chine, pas avoir un refus de visa, déjà dans les éléments apparents. Mais maintenant, si même dans le contenu des cours, on peut être suivi ou espionné, nous n'oserons plus rien dire. Et ça, c'est un système que je trouve vraiment terriblement inquiétant. Par ailleurs, ce qui me gêne, c'est que aujourd'hui, les méthodes employées par la Chine en termes d'influence de l'université sont de plus en plus agressives, presque parfois menaçantes sur des chercheurs, etc. Ça reflète surtout une chose, et qui me désole, c'est que pendant longtemps, la France, il n'y avait pas besoin de la menacer ou de l'acheter, on donnait. Quel est le pays qui a transmis la technologie de laboratoire de haute sécurité de virologie? C'est la France. Les États-Unis ne voulaient pas. C'est la France, à travers l'Institut Mérieux, mais aussi l'Institut Pasteur, qui ont fait ça. Nous étions partenaires et, comme par hasard, quelques mois, un an avant la pandémie, on a fait partir tous les chercheurs français. Parce que les chercheurs français disaient on voudrait vérifier les procédures, les protocoles, qu'est-ce qu'on fait exactement. Qui a en grande partie, dans les années 90, début des années 2000, formé beaucoup de chirurgiens chinois à la transplantation d'organes. Les médecins français. On n'a pas été payés pour ça. On a dit au nom de la coopération, nous allons venir. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, on a été imprudents. Alors bien sûr, là aussi, est très naïf, parce qu'on dit qu'il s'agit de santé. Pouvoir changer un organe à quelqu'un, c'est très important s'il est très malade. Pouvoir avoir des instruments de contrôle en cas d'épidémie, notamment après la pandémie de SRAS en Asie en 2002, 2003, 2004, c'est important. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que ce qui est une technologie, un savoir pour usage civil, peut, avec un régime à volonté et à expression totalitaire, devenir une technologie duale, avec usage militaire, stratégique ou répressif. Toujours est-il que le laboratoire P4 de Wuhan a bénéficié de la coopération française, de la coopération canadienne pour constituer une collection de virus, et aussi de la coopération américaine, parce que certains logiciels d'évolution, de mutation aléatoire des virus ont été aussi vendus directement ou indirectement par les États-Unis. Donc je dis, aujourd'hui, nous devons avoir des systèmes de contrôle internationaux sur les partenariats. Pas sur tous,
mais ceux qui ont un potentiel d'usage dual et avec des conséquences qui peuvent être globales et internationales, il faudra à un moment qu'on se dote de règles et que si les règles ne sont pas respectées, il y ait condamnation. Quand la France fait un partenariat pour construire le laboratoire de virologie de Wuhan et que ces équipes sont renvoyées, ça veut dire qu'on n'a plus de contrôle et que les équipes de l'OMS ne peuvent même pas venir contrôler. Le suivi et le respect de ce qui a été fait et vérifié concrètement, ça doit devenir une règle. J'aimerais savoir justement ce rapport sur les influences chinoises dans les universités françaises. Est-ce que ce rapport a eu, comment dire, généralement accepté par les milieux politiques français? Ouais. Alors, concernant ce rapport, et c'était aussi la nature même de ces missions d'information, c'est qu'elles sont pluriparties. Il y a toutes les formations représentées au Sénat qui sont dans la commission à proportion de leur poids. Donc, nous avions 21 personnes, nous avions 10 personnes du Parti républicain, qui est la majorité sénatoriale, mais qui est l'opposition à la majorité présidentielle. Nous avions des socialistes, nous avions des écologistes, des centristes, des indépendants, et même le Parti communiste. Le rapport a été adopté à l'unanimité des membres de la mission, quelles que soient les positions politiques. Ça ne veut pas dire que tous les partis en France sont d'accord, mais en tous les cas, au Sénat, leurs représentants se sont accordés. Et ça, c'est une chose pour moi aussi importante que l'adoption du rapport, c'est que ce soit à l'unanimité. Donc, déjà, ça veut dire, voyez, la conscience, elle dépasse les partis et vous êtes plutôt minoritaires aujourd'hui, ceux qui disent il faut en faire plus avec le pouvoir chinois. Ceux qui dominent, c'est ça. Et puis, c'est un message, il faut bien le dire, à faire passer aux autorités chinoises. C'est-à-dire que même s'il y a de la diplomatie, des formes, même si nous ne répondons pas aux injures par des injures, que nous restons polis, bien comprendre, en tous les cas, que leur stratégie d'influence, cette fois-ci plus politique, ça ne marche pas, c'est même contre-productif. Plus nous sommes attaqués, je crois qu'une des plus grosses erreurs de l'ambassadeur de France en Chine, c'est son agressivité vis-à-vis de chercheurs comme Antoine Bandaz, vis des sénateurs. Il dessert la cause. Alors si c'est pour dire, attention, je suis le plus fort et je vais vous frapper, là c'est encore plus explicite pour les responsables français de dire, nous ne pouvons pas continuer de coopérer avec des gens qui nous traitent comme ça. La Chine, aujourd'hui, elle a joué beaucoup sur la division des États, et notamment en Europe, sur la division. Il y a toujours des divisions. La stratégie des 16+1 ou 17+1, ça contribue à fracturer les choses. Les investissements qui sont faits en Hongrie, dans des pays de ce type, visent à diviser les Européens. Moi, ce que j'essaie de faire avec les réseaux de parlementaires, c'est dire, nous sommes unis en tant que parlementaires. Et si nos gouvernements ou nos intérêts économiques divergent, nous, on avance en concertation et ensemble. Ça nous rend moins faibles par rapport au régime chinois qui dit « Ah ben, les Français ne veulent pas, ben, on va voir avec les Allemands. Ah, les Allemands discutent là-dessus. On va voir avec les Italiens. On va passer un accord. On va promettre des structures, etc. » Et il y a un discours très, très critique en République tchèque sur la Chine. Même chose en Lituanie. Donc, ce qui se passe, ce qui est intéressant de voir, c'est d'ailleurs toute la stratégie des 16+1, elle est en train de s'effriter. Elle s'effrite parce que, pour 3 raisons. D'abord, parce que les promesses qui ont été faites par la Chine à ces pays en termes de, pas nécessairement d'infrastructures, mais d'achat de leur production agricole n'a pas été tenue. 2, l'Union européenne est plus prudente. 3, surtout, les États-Unis ont mis la pression sur les pays. Tout à l'heure, vous avez dit que même le Parti communiste a voté oui
pour votre rapport? Oui, alors, dans cette mission était très impliqué un collègue qui est un universitaire, qui est un historien, archéologue, qui travaillait au CNRS, qui est toujours membre du CNRS, donc le grand centre de la recherche nationale scientifique française, et qui est membre du Parti communiste, qui a un esprit quand même très très libre, parce que surtout son grand-père était un très très grand résistant, son père était une personnalité importante, donc on va dire communiste culturel, mais très défenseur de la France, et qui a toujours été très critique vis-à-vis de l'Union soviétique. Alors il a été d'une violence contre la Chine en disant mais c'est n'importe quoi. Il dit c'est pire que l'URSS. Il dit quand aujourd'hui on parle de nouvelle guerre froide, la guerre froide finalement c'était un système d'équilibre où jamais l'Union soviétique a voulu être le principal acteur économique technologique. Il développait son pouvoir, c'était un monde alternatif, mais il dit là, la Chine, c'est la volonté substitutive. C'est pas d'être en rapport contradictoire avec les États-Unis, c'est de devenir la puissance planétaire qui, de manière globale et systémique, réécrit et met sous contrôle l'ensemble. C'était très intéressant et lors de la présentation du rapport, il s'est exprimé et tous les collègues, y compris conservateurs, étaient ravis d'avoir ce discours-là. C'est-à-dire que nous avons quand même une chance au niveau de nos représentants parlementaires d'avoir des gens qui ont la conscience de ce qu'est notre pays, de ce que sont nos valeurs et notre appartenance à des principes fondamentaux. L'université, lui, en tant que chercheur, a une liberté de travail grâce à ces valeurs-là, pas à celles du communisme suprême ou d'un système étatique. Et du coup, quelle est votre vision sur le Parti communiste chinois? Mais je ne sais même plus s'il est communiste. Je pense que, j'ai dit un jour, nous sommes peut-être à l'aube de l'avènement d'un quatrième Reich. Pourquoi? L'armée du parti, la SS, avec ses propres règles, a dévoré l'armée. Aujourd'hui, ce n'est plus l'armée de libération populaire de Chine, c'est l'armée du parti et d'une certaine vision. Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, à l'intérieur, y compris des dirigeants chinois au pouvoir, il y a une partie de responsables qui commencent à s'inquiéter, non pas au nom des libertés, mais de l'aventurisme prôné par le président Xi Jinping. Est-ce que Xi Jinping est prêt à aller jusqu'à la rupture, c'est-à-dire un affrontement? Est-ce qu'il va décider de débarquer, de prendre quelques îles dans la mer de Chine méridionale? Est-ce qu'il va tenter d'envahir Taïwan, ou est-ce qu'il va renoncer? S'il envahit, la riposte américaine risque d'être très forte. Il n'est pas sûr qu'il gagne. Et s'il renonce, certains dirigeants diront « on est allé trop loin, il faut qu'il quitte ». C'est ça l'enjeu, à mon avis, stratégique, pour le peu que je parle avec mes contacts américains. Oui. Et justement, 2 semaines avant votre rapport, oui, il y a un autre rapport, IRSEM, oui, Institut de recherche stratégique de l'école militaire, oui, qui a publié un rapport qui s'appelle « Les opérations d'influence chinoise ». Oui. C'est un rapport vraiment très complet de 646 pages. Oui. Et que pensez-vous de ce rapport? Alors écoutez, je n'ai pas lu la totalité du rapport, je connais assez bien puisque dans le cadre de mes travaux et avant que le rapport sorte, j'ai naturellement auditionné les auteurs. Plusieurs choses. C'est un rapport très bien fait, très descriptif. Il n'y a pas de recommandations. Moi, je fais des recommandations opérationnelles. Ce n'est pas leur rôle, c'est un think tank qui est lié au ministère des Armées, mais symboliquement, c'est la première fois que je vois un rapport rendu public qui parle de ces questions et qui ose nommément citer la Chine.
Parce que l'habitude, y compris, c'est une grosse difficulté au niveau de l'Union européenne, nous faisons souvent des textes, des directives pour contrer la Chine. Actuellement, il y a une proposition de résolution qui a été lancée en mai pour bloquer certains prêts et aides publiques extra-européennes, notamment faites par la Chine. L'an passé, la Cour des comptes de l'Union européenne a fait un rapport en montrant que les aides d'État, soit par directement le gouvernement, des institutions chinoises ou des grandes entreprises en Europe, étaient une manière d'entrer dans des projets où on ne voulait pas que la Chine finance. Eh bien, la directive ne dit pas un mot sur la Chine. Toujours l'idée, il ne faut pas le dire. Et donc, quand on a, en France, avec les relations un peu historiques avec la Chine, où on dit il ne faut pas faire perdre la face aux dirigeants chinois, nous essayons qu'un rapport comme ça d'une institution nomme les choses aussi précisément, c'est, je trouve, un signe très très nouveau de ce qui est en train de se produire dans notre pays. Est-ce que c'est un signe le gouvernement français va changer sa politique étrangère vis-à-vis de la Chine? Je pense que les choses se durcissent. J'échange un peu avec le président, il m'a dit « T'as vu, j'ai durci ». J'ai dit « C'est très bien, faut continuer ». Bon, après, jusqu'à où peut-on aller? J'ai des échanges avec le président, ce n'est pas à moi de les exprimer en son nom ici. En tous les cas, ce que je lui dis et ce qu'il entend est très clair. Après, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il veut faire, ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire. Mais en parlant avec plusieurs présidents d'universités qui accueillent des instituts Confucius, que les services français avaient donné des éléments et que tout ça était très resserré. Par exemple, la Chine regarde de très près la Nouvelle-Calédonie, et c'est un sujet important et grave puisqu'il y a le référendum en décembre, le 8 décembre, sur l'autodétermination. Et si le pays devient autonome, évidemment indépendant, la Chine va, dans la zone, va se précipiter dessus. Il y a déjà beaucoup d'émissaires. Nous avons bloqué, il y avait une demande d'Institut Confucius en Nouvelle-Calédonie, il était bloqué. Il y en a plusieurs qui ont fermé et il y en a au moins 2 ou 3 qui ont été mis vraiment sous contrôle très sérieux. C'est-à-dire, là encore, ce n'est pas à grand bruit, ne pas faire perdre la face aux responsables chinois, mais certains signaux comme ça dénotent qu'il y a une prise de conscience. Franchement, je ne verrai pas, mais même politiquement, je n'admettrai pas qu'il n'y ait pas de mesures. Et ce n'est pas seulement moi, maintenant, c'est mes collègues. Étonnamment, au départ, le Sénat n'a pas facilité la réalisation de cette enquête. Devant le succès qu'elle a et les retombées médiatiques, au contraire, maintenant, tout le monde se l'approprie. Moi, mon intérêt, maintenant, c'est, au-delà de ce qui va être fait en France, c'est d'agiter mes réseaux au niveau européen, voire au-delà, au CDE, pour que nous puissions, dans les 2 ans qui viennent, avoir des normes, des règles, des systèmes de contrôle. Et nous proposons, notamment pour s'opposer au classement de Shanghai, qui continuera à exister, on veut qu'on crée un classement des universités fondé sur le respect des libertés, les libertés économiques, l'intégrité et la qualité du travail scientifique. C'est beaucoup plus difficile à faire. Ce n'est pas des chiffres comme ça, mais on veut lancer la contre-offensive sur la manière de voir l'université. L'université, ce n'est pas qu'un nombre de publications, un nombre d'étudiants, ce n'est pas que des données volumétriques, quantitatives, c'est aussi des valeurs, c'est des principes et le respect de ces principes. Et aussi, j'aimerais revenir sur le rapport IRSEM. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, il y a des prélèvements d'organes en Chine. Il y a des Prélèvements d'organes forcés en Chine. Oui. Justement, dans le rapport de IRSEM, c'est la première fois, en fait, dans un rapport officiel, il a cité beaucoup de fois le Falun Gong.
les pratiquants de Falun Gong. Et d'après vous, pourquoi en fait, qu'est-ce que ça, quel est votre commentaire sur ça? Parce qu'en général, le sujet Falun Gong, c'est un peu tabou. Je me suis beaucoup exprimé parce qu'il y a eu, il y a 2 semaines, le sommet mondial contre les prélèvements forcés d'organes. J'ai fait une vidéo de 18 minutes où j'explique tout ça, le problème, pourquoi il y a des problèmes par rapport dans la perception française de Falun Gong, parce que tout a été fait par la Chine et des gens dans les pouvoirs publics pour que Falun Gong soit considéré comme présenté comme une secte. Ce qui fait que ça a beaucoup joué. Et comme en France, on est un pays laïque et que dès qu'on parle de religion, de spiritualité, c'est pas beau, c'est pas bien, on a discrédité le discours et surtout la cause et ce que subissait Falun Gong en termes de prélèvement forcé d'organes. Oui. Donc, d'après vous, c'est vraiment la première fois, parce que le sujet Falun Gong, c'est jamais soulevé officiellement en France. C'est vrai que là aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que, je dirais, et c'est peut-être une autre perception qui est en train de changer dans la vision que nous avons en France et en Europe de la Chine. Le problème de la Chine et de son autoritarisme, pour ne pas dire son caractère dictatorial, ce n'est pas simplement qu'un problème ethnique dominante Han contre les ethnies minoritaires. Là, quand on dit que, parce que les Falun Gong, ce sont beaucoup de gens essentiellement de l'ethnie Han, ça veut dire qu'il n'y a pas un peuple, une très grande majorité qui serait cohérente, qui serait pour le parti, etc. C'est que, quelque part, ça exprime que ce n'est pas une domination, entre guillemets, excusez du terme, coloniale d'une ethnie majoritaire sur le reste, c'est une domination sur l'ensemble de la population, y compris ceux que je sache, les manifestants de Tiananmen. Ils n'étaient pas mongols, ils n'étaient pas ouïghours, ils n'étaient pas tibétains. Et ça, c'est une découverte. Parce que nous sommes parfois, même dans le monde, je ne dis pas des sinologues français, parce que nous avons heureusement des gens assez brillants, mais pas toujours écoutés, nous sommes très simplistes. Nous reproduisons notre vision des choses sur une réalité qu'on connaît mal. Et je pense qu'aujourd'hui, force est de constater que, entre guillemets, la seule résistance organisée, démocratique, non minoritaire en Chine, mainland, c'est la population sympathisante de Falun Gong. Et je pense aussi, longtemps, on a fait circuler dans les médias que c'était une secte. Alors qu'il y a eu, et c'est ce que je dis dans mon intervention au Congrès, il y a eu la Minulvide, qui est l'organisme qui suit les sectes en France, a dit clairement, interrogé, que ce n'était pas une secte. Et ça, malheureusement, les réseaux sociaux, certains discours, font que très vite, la rumeur l'emporte. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention dans les informations qu'on donne, parce qu'on est très vite victime de fausses informations et de rumeurs, ce qui était le cas pour Falun Gong. Et d'après vous, pourquoi? Parce qu'avant, on dit toujours que la France est en retard vis-à-vis de la prise de conscience sur les influences chinoises. Et là, il y a un rapport IRSEM, il y a aussi le rapport de Sénat. Alors, sur la prise de conscience, c'est pas vrai. La France est pas tout à fait en retard. C'est sur la traduction en actes et déjà oser le dire. Et là, on est dans le oser le dire avec ce rapport et dans le rapport de l'IRSEM, qui est colossal. Là, moi, c'est au-delà de dire je ne peux pas analyser toutes les choses, je n'ai pas accès à toutes les sources, les services de renseignement ne me donnent pas nommément tous les cas, etc. Voilà. C'est d'avoir des recommandations. C'est-à-dire on peut agir si on change tel texte, si on
on dit que l'étude des partenariats, ce n'est pas 1 mois après le dépôt, mais c'est 3 mois, qu'on rajoute 2 autres ministères en consultation. Là, on va éviter qu'il se passe ce qui s'est passé en août avec ParisTech, l'école des ponts et l'école des mines, qui vient de signer 2 nouveaux partenariats technologiques avec des universités qui travaillent avec l'armée populaire de libération. C'était dans Le Monde, c'était dans les lettres d'intelligence. Et pourquoi? Ils l'ont annoncé fin août, parce que le dossier, ils l'ont déposé à la mi-juillet, et qu'il n'y avait personne dans le ministère et tout le monde était en vacances. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que, en gros, la France s'accélère. C'est-à-dire, il y a 2 semaines, rapport ISREM, et maintenant, le rapport du Sénat. Bientôt, c'est quoi la prochaine étape, selon vous? L'étape, c'est très clair. Les rapports, c'est une chose. C'est comment on va prendre des mesures. Moi, j'ai 2 objectifs. C'est déjà consolider les préconisations que nous avons dans ce rapport et le porter au niveau européen. Et je voudrais qu'il y en ait vraiment des règles en matière de coopération sanitaire et médicale avec un État tiers. Parce que je pense que le domaine de la santé, c'est aujourd'hui, pas seulement la virologie, c'est un des secteurs les plus duaux, au sens lien civil-militaire, important. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je veux qu'on détermine de manière nouvelle et plus fine tous les savoirs qui peuvent avoir une application militaire ou stratégique. Ce qui est très mal fait aujourd'hui. Parce qu'on contrôle des choses, tout ce qui concerne le nucléaire, les armes chimiques, le terrorisme, c'est très très bien contrôlé par l'État. C'est le degré, les degrés en dessous. L'intelligence artificielle, on dit, ah oui, c'est dans... mais les mathématiques aussi. Mais les mathématiques avec des fonctions tactiques. Ah oui, si vous faites de la recherche mathématique pour le calcul de lancer d'ogives nucléaires, ça, c'est protégé. Mais la recherche fondamentale mathématique, elle peut avoir très vite des débouchés, soit stratégiques, soit de développement économique concurrentiel. Ces dernières années, on a dit mais il faut internationaliser le marché, la recherche, on travaille mieux à plusieurs, c'est mieux que les étudiants voyagent, il faut que les données soient en open source, en open data, il faut le partage. Oui, mais moi je ne partage pas avec n'importe qui. C'est le fondement de la dynamique. On peut partager si on a les mêmes valeurs. Ce n'est pas une question de nationalité, d'ethnie, de race ou quoi que ce soit. On peut partager si le contrat est clair des valeurs. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ouais. Et la conclusion du rapport IRSEM, il a dit ça. Il a dit le PCC peut avoir des succès tactiques, mais il est en train de perdre la guerre de l'influence. C'est un échec stratégique. Je veux le croire, je le pense parfois, mais vous savez, l'influence n'est pas tout. Je pense que la Chine perd en influence, elle a une dégradation de son image, mais il y a le courage. Et perdre sans combattre, c'est le risque des pays. C'est pour ça, si on me demande quelle est ma position aujourd'hui par rapport à AUKUS et par rapport à la France, je défends mon pays, mais je suis plutôt du côté américain. Évidemment, si les États-Unis ne sont pas là, avec leurs alliés, prêts à tenir tête à ce régime, on laissera partir Taïwan, on laissera prendre la Nouvelle-Calédonie, on mettra sous réglé tout le reste de la région et après de la planète. Donc, quelle est votre compréhension justement sur cet échec stratégique? Comme vous dites, l'image de la Chine s'écrase. C'est un échec dans la stratégie d'influence, puisque l'effet, ça ne rend pas la Chine plus populaire, mais le rapport parle d'un instant machiavélien, précisément un moment où on veut faire peur. Et là, je crois malgré tout que la Chine continue de faire peur, que, y compris l'Europe,
apport de la Chine. Les États-Unis, aujourd'hui, disent « nous n'avons pas peur, nous sommes prêts à y aller ». L'échec, ça sera quand Pékin dira « bon, on laisse tomber Taïwan, on laisse tomber un certain nombre de choses, on se replie sur nous, notre développement ». Parce que, paradoxalement, il y a une reprise en main des BACS, enfin des GAFAM chinois, des grandes entreprises, qui sont quand même un instrument extérieur, mais ce n'est pas pour arrêter le développement de Huawei et de ces systèmes de captation de données ou TikTok et autres. C'est pour les mettre totalement sous contrôle du Parti communiste. L'échec peut-être de la Chine, c'est de tout réorganiser autour du Parti communiste chinois, comme Hitler l'avait fait autour du parti nazi et de la SS, quand il a supprimé, et que les gens prenaient des décisions, il n'y avait même plus de règles. L'idée, c'était de plaire au chef. Le virus du Parti communiste chinois a muté. Et il est plus seulement dangereux pour la population chinoise, il est dangereux pour l'ensemble de la planète. Non pas parce que les gens vont devenir communistes, mais parce qu'ils vont se mettre au service. Je pense que la pensée traditionnelle chinoise respecte beaucoup l'homme, pas pour ses libertés toujours individuelles, mais parce qu'il représente une capacité de développement humain, économique, de production de richesse. On n'est pas très loin de l'esclavage. D'accord. Et selon vous, c'est quoi les armes pour se défendre, pour lutter contre le PCC? Les armes, c'est aussi la prise de conscience, mais il faut aussi qu'il y ait une analyse beaucoup plus élaborée de ce qui se produit. Même quand je discute, je trouve intéressant que l'IRSEM parle du PCC, parce que on dit, là, moi, je me suis battu avec mes rapporteurs qui disaient la Chine ou les Chinois. Mais attendez, et ils ne mettaient même pas de majuscule à ces Chinois. Je dis, je ne peux pas mettre le Parti communiste chinois, mais bon, on parle quand même, on explique, parce qu'on reste, je ne peux pas changer les normes d'écriture, mais je dis, il faut être quand même plus subtil. Et je pense, même derrière le Parti communiste chinois, c'est la création d'un micro-univers sectaire. Les loups guerriers, c'est quoi? C'est plus de la diplomatie chinoise. C'est de la diplomatie communiste dure. C'est quelque chose. C'est une réécriture. Je pense malheureusement que si ça continue, y compris les jeunes Chinois éduqués à ça parleront comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis très étonné de voir en Chine intérieure, mais aussi dans les institutions qui arrivent, l'ultranationalisme. Parce que quand au bout de plusieurs générations, on expliquait aux gens, et qu'on a réécrit l'histoire, et que quand on l'inculque à des gens jeunes, à qui on a dit, bah, attendez, le Tibet a toujours été en Chine, Taïwan a toujours été chinois, Hong Kong, il n'y avait pas de traité jusqu'en 2047. Ouais. On dit, ah oui, bah oui, Hong Kong, oui, c'est la normalisation. Non, c'est un acte illégal qu'ils ont co-signé, puisque l'autorité de Pékin a signé les accords sino-britanniques. L'a signé le traité des traités qui prévoit l'interprétation juste du droit. C'est là où nous nous perdons. Nous ne menons pas cette bataille juridique. Mais avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les Français qui se font toujours des illusions sur le PCC? Alors, je crois qu'ils ne se font pas d'illusions sur le PCC. Les Français ne sont pas pro-communistes. Ils sont simplement utilitaristes. Je pense qu'il y a, c'est terrible à dire, une forme de décervellement intellectuel. Nous ne voulons plus penser, parce que si on nous dit... moi, j'entends des gens qui me disent, après tout, là aussi, en France, on est dans la dictature, le président a tous les pouvoirs. Moi, je dis, étudiez les choses, parlez avec des gens. Il y a des témoignages.
J'ai reçu une revue France Chine qui est financée par une fondation il y a un mois et qui montre que c'est le paradis pour les personnes âgées et retraitées, la Chine. J'ai envie de demander, est-ce que vous voulez passer votre retraite et votre vieillesse en France, en Espagne sur la Costa Brava, en Floride ou en Chine puisque c'est merveilleux? Vous imaginez cette revue? En plus, à un moment où on a dit qu'on avait volontairement tué, avec le coronavirus, la France dans les EHPAD. Merci beaucoup, André. Je vous en prie.